Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. 6 juillet 2021, 9h, 9h 6 minutes. On laisse rentrer encore pas mal de monde. On a une soixantaine, un petit peu plus de 60 inscrits ce matin. Cette dernière Next is Different webinar avant la coupure de l'été. Quand la digitalisation du droit renforce la compétitivité des entreprises, on a un beau parterre là. On a fait peut-être un petit peu plus que nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas les plus de 200 Legal Tech. On a 7 magnifiques Legal Tech. Je vais les présenter très très vite puisqu'il y a 7 intervenants pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Si vous voulez poser des questions, toujours pareil, vous pouvez lever la main, vous pouvez passer dans le chat, coupez vos micros s'il vous plaît, parce que comme on est nombreux, c'est compliqué quand on a des micros ouverts. Je vais très vite. Audrey Ellis, qui est CEO de Gino Legal Tech. On fera un tour de table et chacun pourra pitcher et se présenter. William Fauchou, qui est le CEO de Blockchain Your IP. William qui devra mettre sa caméra dans quelques instants. Thibaut Engelhardt, qui est CEO de BlockPulse. Mathieu Davy, CEO de Call a Lawyer. Grégoire Anquier, qui est directeur juridique de Data Legal Drive. Bonjour, oui, voilà. Et puis Guillaume Sambla, qui est associé chez EasyQuorum. Et enfin, Bonjour Fabrizio à tous. Papa Deschira, qui est membre du directoire de l'Exbase. Bon, on va démarrer 80% d'hommes et 20% de femmes, donc je ne peux que démarrer par Audrey. Il n'y a pas de favoritisme. C'est les résultats de Madines, hein. Encore 80% d'hommes qui créent des legal tech, 20% de femmes. On ne va pas aller sur ce terrain-là, Audrey. 60 secondes peut-être pour Gino Legal Tech. Si tu dois pitcher, tu pitches comment pour qu'on explique un petit peu à tous ceux qui sont autour de cette table virtuelle qui comprennent un peu ce que fait Gino. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc pour te répondre Olivier, Gino, c'est une solution d'intelligence contractuelle, aussi appelée Contract Lifecycle Management, hein, c'est un anglicisme, on appelle ça un CLM. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à disposition des métiers de juridique, mais pas que. En réalité, de toute personne qui manipule des contrats dans une organisation, et ils sont nombreux à ne pas être juristes, opérationnels, managers. Nous mettons à leur disposition une technologie qui va leur permettre de gérer vraiment de bout en bout l'ensemble des étapes du cycle de vie contractuel. Ça se présente comment? Ça se présente sous la forme d'une suite de modules avec un module sur l'automatisation de contrats sur la base des modèles de nos clients. Une fois automatisés, ces contrats peuvent être générés par toute personne et de manière extrêmement efficace. Des modules de collaboration, de chat, de négociation. On s'interface avec Teams, avec Google, hein, évidemment. Même si notre solution fonctionne sur Word au niveau de l'automatisation, on est vraiment interopérable avec toutes les autres technologies. Un module de workflow, de validation, de signature électronique, une GED de stockage, des analytics pour avoir une visibilité vraiment très précise sur les contrats en cours, et évidemment l'intelligence artificielle pour pouvoir extraire très facilement des données de contrat. Voilà, je vais faire court, m'arrêter là et puis on parlera par la suite. Merci. Avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont développées récemment et qui sont très très puissantes. Si vous n'avez pas vu des démos de Gino récemment, faites-le. Tout comme avec ces 7 Legal Tech qui sont présentes. Je vais aller par ordre alphabétique de Legal Tech maintenant. Blockchain Your IP. William, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que fait Blockchain Your IP? Merci Olivier. Alors, nous, chez Blockchain IP, en fait, on aide les entreprises à mettre en place un premier niveau de protection et de datation systématique par la blockchain et à rationaliser les coûts de leur portfolio IP. Concrètement, on a remarqué qu'en matière d'IP, tu as deux types de droits. Tu as les droits enregistrés, les marques, les brevets, qui généralement sont bien organisés. On a des portfolios spécifiques, type Questel, où on va avoir tout qui est très précisément comme un tableur Excel. Et dès qu'on bascule du côté secret d'affaires, savoir-faire, droit d'auteur, eh bien, c'est le bazar le plus absolu. Et ben, nous, on aide les entreprises à protéger, un, deux, organiser, et trois, retrouver, si jamais on a un contentieux, c'est droit IP. Et c'est quelque chose qui fonctionne parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, notre plus gros client, il fait plus de 10 000 preuves à l'année, il fait plus de 4 000 preuves à l'année, ce qui représente à peu près 10% du volume de tous les créateurs et inventeurs aujourd'hui
à l'INPI. Et on a plusieurs use cases innovants et c'est un peu de bousculer la manière dont on protège le droit IP non enregistré. Et typiquement, on a des entreprises qui vont déléguer aux opérationnels la protection des créations. De la même manière que les développeurs mettent leur code à la fin de la journée sur des gestionnaires de code, et ben, tu peux avoir les créateurs de bijoux, par exemple, qui vont faire un glisser-déposer pour protéger le dessin gouaché de la bague à la fin de la journée. Merci. Je n'ai pas demandé à Audrey, mais je demanderai tout à l'heure. Date de création de Blockchain Your IP 2017. 2017, 4 ans. Merci. BlockPulse, Thibaut, à toi de nous pitcher ce que fait BlockPulse. Bonjour à tous. Donc, je suis le président fondateur de BlockPulse. Donc, moi, je suis ancien avocat en droit des sociétés. Notre métier chez BlockPulse, c'est de digitaliser l'actionnariat des entreprises. Donc, concrètement, on fait deux choses principalement, hein. On digitalise toutes les opérations sur le capital. Donc, on a énormément de startups comme clientes. On va les aider dans leur process de levée de fonds, de mise en place d'actionnariat salarié, de cession de titres. Et puis, à côté de ça, on a toute une brique d'automatisation de la gestion actionnariale. On va permettre en fait de piloter sans effort à la fois les tables de capitalisation et les registres de mouvement de titres. Alors, on a une particularité, c'est qu'effectivement, on est mandataire de registre de titres blockchain, ce qui est permis depuis l'ordonnance de 2018. Et donc, on a des facilités pour piloter des plans d'actionnariat salarié à grande échelle, hein, que ce soit des BSPCE, des actions gratuites, où on va à la fois permettre de faciliter la vie de l'entrepreneur, mais également d'offrir une véritable expérience actionnariale à tous les bénéficiaires de titres et d'actionnaires dans une entreprise. Merci Thibaut. Date de naissance de BlockPulse Avril 2018. Avril 2018, merci. Après le B, le C, Colo Lawyer, Mathieu. Bonjour à tous, merci Olivier. Donc, je suis avocat et créateur, fondateur de la plateforme Colo Lawyer, qui est la première plateforme française de mise en relation avocat-client pour une première consultation de 20 minutes au téléphone. Mise en relation instantanée, ce qui nous différencie du marché, c'est-à-dire qu'on propose un avocat au téléphone dans la minute à nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. On a 1500 avocats dans toute la France et dans toutes les compétences du droit, donc on offre la possibilité, à toute entreprise notamment, de pouvoir avoir un avocat immédiatement pour gérer soit une question juridique de conseil ou de contentieux. On travaille avec des entreprises, bien entendu, on est très orienté B2B. On a signé un partenariat exclusif avec Infogreffe, qui nous a intégrés sur leur plateforme. C'est inédit qu'Infogreffe référence un réseau d'avocats privés sur leur plateforme. Donc, on se développe sur cet axe-là et également avec des directions financières, des directions juridiques pour qui on est des intermédiaires pour proposer un portefeuille d'avocats complémentaires à la minute pour tout client qui le souhaite. Voilà, vous êtes tenu 1 minute 10. Merci Mathieu. Je sais que BlockPulse était sur la levée de fonds. Toi aussi, tu es sur la levée de fonds, une levée de fonds spécifique. D'abord que avocat et puis ensuite maintenant Business Angel. On avait réalisé une première levée de fonds en 2019 auprès de Business Angel et de la BPI, et on a fait une deuxième levée de fonds, qui est plutôt un bridge, on va dire, qu'on a réalisé en 2 temps. D'abord par un crowdfunding inédit auprès des avocats, justement. Beaucoup d'avocats de notre réseau Colo Lawyer et d'autres avocats de France, une centaine d'avocats ont souscrit pour à peu près 200 cas, et on complète cette levée actuellement, ce bridge, avec aussi à nouveau des Business Angels qui viennent renforcer l'actionnariat pour nous pousser dans la croissance qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Ok, donc nouvelle levée de fonds. Thibaut, juste, j'ai oublié, la levée de fonds, elle est en cours sur les Business Angels? Alors, nous, on l'a terminé le mois dernier. Donc, on a levé 1 million d'euros auprès de la BPI et de nos Business Angels historiques, avec l'objectif, c'est de pouvoir vraiment aller déployer notre nouvelle offre d'actionnariat salarié auprès de toutes les entreprises concernées. Merci encore à la BPI qui soutient beaucoup la Legal Tech. On va passer au D, Data Legal Drive. Grégoire. Bonjour Olivier. Ouais, rapidement, 60 secondes chrono. Data Legal Drive, c'est la success story française sur la conformité et plus particulièrement sur le RGPD. Alors, que fait Data Legal Drive? Data Legal Drive, c'est la plateforme de mise en conformité au RGPD. Alors, pour qui? Eh ben pour tout le monde, parce que le RGPD, ça touche toutes les strates de notre écosystème, donc les collectivités, les entreprises privées. C'est 3 ans d'existence. On est né, nous, le jour de l'entrée en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018. On était 20 collaborateurs en septembre, on est passé à 54 à l'heure où je vous le parle, et on a encore 30 recrutements, 30 ingénieurs en fait à recruter d'ici la fin de l'année pour monter à 80 et 120 l'année prochaine.
C'est 2 levées de fonds pour un total de 5 millions d'euros et des levées de fonds en fait avec, j'allais dire, un grand acteur qui est le groupe Lefebvre-Sarrut, Lefebvre Dalloz, qui est notre partenaire exclusif et notre actionnaire aussi minoritaire. C'est 1500 clients qui nous font confiance dans toutes les strates de notre économie. Et c'est une formidable aventure qui aujourd'hui se décline sur le RGPD. Et demain, d'ici la fin de l'année, eh bien, on arrive fortement sur la question de Sapin 2. On observe aujourd'hui que beaucoup de choses sont faites sur Sapin 2. Il y a un besoin de rationalisation, il y a un besoin d'intelligence et de mettre à disposition une solution efficace en fait pour les entreprises, les grandes entreprises suivant les seuils, mais aussi en matière d'alerte pour toutes les entreprises comme les nôtres qui dépassent plus de 50 salariés. Voilà Olivier pour présenter Data Legal Drive. Merci Grégoire, merci aussi de respecter le pitch de 60 secondes. Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints que vous pouvez poser questions, lever la main ou poser questions dans le chat. J'essaierai de les prendre, on va essayer au fur et à mesure. C'est important pour vous vraiment, vous puissiez retirer le plus d'informations de ces échanges avec ces 7 Legal Tech. Guillaume, EasyQuorum. Oui, bonjour à tous, bonjour Olivier, ravi d'être là ce matin. EasyQuorum en 2 mots, solution SaaS créée en fin 2016, qui a pour but de simplifier l'organisation de toutes les instances. Globalement, on résout le problème du one to N dans 2 cas de figure. Soit N, c'est un nombre de participants, auquel cas on va s'adresser à des structures juridiques qui ont besoin d'organiser des instances avec un grand nombre de participants. Alors ça va de 30 à 300 000 personnes, hein, convoquées pour des assemblées générales généralement. Ou bien deuxième cas de figure, N est égal à un nombre de structures juridiques. Et là, on va s'adresser à des groupes, à des holdings, à des cabinets d'avocats, par exemple, qui doivent organiser un grand nombre d'instances pour un grand nombre de structures juridiques. Voilà, globalement ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est 25 personnes. Depuis le début de l'année, petite statistique, on a envoyé 1 100 000 convocations. Il y a eu plus de 600 000 votes réalisés sur EasyQuorum dans 150 pays différents à travers le monde. Donc, à partir de notre solution, on arrive à vraiment couvrir la planète entière. Voilà. Merci. Peut-être un petit point là, c'est la fin de saison, non pas du football, mais des AG. Alors, on a Qu'est-ce qui se connu, passe? oui, le pic d'activité, c'était la semaine dernière. Là, on est sorti bien content, soit très très bien déroulé. Effectivement, une grosse partie de l'activité sur le premier semestre pour nous. Mais dans la deuxième partie de l'année, on travaille vraiment sur les plans d'intégration d'EasyQuorum auprès de comptes qui ont un besoin de réaliser un grand nombre d'instances. Et on va automatiser la production des documents juridiques. On va simplifier l'envoi des convocations, permettre du vote par correspondance, permettre de gérer aussi toute la partie corporate derrière, en gérant des organigrammes, en gérant les tableaux de suivi des structures, des alertes sur les mandats, etc., etc. Donc, ça va être plutôt la deuxième partie de l'année pour nous sur cette thématique-là, donc gérer les conseils d'administration, les boards, les comités, etc. Merci beaucoup Guillaume. Dernier à pitcher, c'est l'ex-base. Fabrizio, tu nous en parles un petit peu? Oui, bonjour Olivier. Alors merci à Day One pour cette conférence. Donc, je suis Fabrizio Papatechera, ancien avocat en fusion-acquisition et titulaire de l'examen national d'administrateur judiciaire. Alors, l'ex-base est un éditeur juridique et une legal tech. Sa mission est de rendre le droit accessible. Alors, beaucoup d'éditeurs juridiques et de legal tech peuvent s'en prévaloir. La question, c'est comment on l'incarne. Donc déjà, depuis le début des années 2000, on essaie de rendre le droit disponible en collectant auprès des tribunaux et des avocats les jurisprudences. C'était une époque où la big data n'existait pas encore, mais c'était déjà notre préoccupation. Ensuite, c'est de le rendre intelligible. Donc là, c'est toute la partie édition, notamment avec beaucoup de docs pratiques et alternatifs, modèles de contrat, infographie, fiches pratiques. On en reparlera. Et enfin, c'est de le rendre abordable, c'est-à-dire qu'on distribue, nous, notre force, c'est d'être implanté chez les avocats. On a plus de 30 000 avocats utilisateurs, notamment en abonnant les barreaux directement. Alors, pourquoi les entreprises viennent nous voir? Soit pour la jurisprudence de niche, soit pour les docs pratiques. On a aussi des entreprises qui viennent nous voir pour utiliser notre OCR, dont on parlera plus tard. Et enfin, pour nos outils de formation en ligne, via LexLearning, on forme 8000 professionnels du droit par an. Merci Fabrizio. Voyez, on a fait un tour très rapide. Il faut aller sur leur site pour demander des démos, il faut aller échanger avec eux. Mais pour que vous puissiez voir ce qui se passe, pas dans le monde de Legal Tech, puisqu'il y en a beaucoup plus, hein, plus de 200 en France, mais en tout cas autour de ces 7 Legal Tech qui nous entourent. Peut-être tout de suite avant de démarrer
sur le thème. Un grand merci à Cyril de Villeneuve qui a vraiment porté aussi cette conférence et qui a fédéré l'ensemble des Legal Tech, de Gino Legal Tech. On va essayer de travailler autour de trois thématiques. On voudrait être très concret, donc si on ne l'est pas, dites-le. Si on ne l'est pas, posez des questions autour du cycle de vie de l'entreprise. Et donc le cycle de vie, bah, voilà, on va démarrer par la création, on va continuer par le développement, et puis on va aller vers l'internationalisation. Et donc sur ces trois étapes du cycle de vie d'une entreprise, on va essayer de voir à quel moment, alors pas à chaque fois les 7, ça serait un petit peu laborieux, mais à quel moment on peut s'appuyer sur une, sur deux, sur trois, pour pouvoir justement renforcer la compétitivité, hein, c'est-à-dire faire mieux que ses concurrents à moindre coût, être différenciant par rapport à ses concurrents, hein. C'est ça la compétitivité. La création, on va créer une entreprise, on va créer même une filiale, pas forcément besoin de créer une TPE ou une start-up, on peut avoir une filiale à créer. Qu'est-ce qu'on a à faire? Peut-être on peut démarrer par appeler un avocat, on peut peut-être démarrer par call a lawyer, Mathieu, non? Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs qui arrivent sur la plateforme? Bien sûr, et le grand danger, ce serait justement de ne pas faire appel à des professionnels et notamment à des avocats. Et donc on est là, nous, très souvent au démarrage. On vient en complément d'autres solutions qui, elles, peuvent automatiser, notamment la génération de statuts ou de packs d'actionnaires. Mais en revanche, on ne peut pas faire l'impasse d'un avocat qui vienne à un moment donné donner une stratégie sur la définition de l'objet social, sur la rédaction justement d'un pacte d'actionnaires et la répartition des droits entre les actionnaires. La stratégie aussi d'assets. Alors là, je laisserai la parole à Blockchain, mais nous aussi, évidemment, on est là pour protéger la marque, pour protéger le projet. Donc oui, bien sûr que un de nos premiers apports chez Call a Lawyer, c'est tout de suite mettre un avocat dans la matrice du dirigeant et de l'entreprise pour pouvoir l'aider à prendre les bonnes décisions au début, parce qu'on sait très bien qu'elles coûteront beaucoup plus cher plus tard. Et vraiment, il y a beaucoup, alors bien sûr, c'est la confidentialité de ton portefeuille client, mais il y a beaucoup on va dire d'individus, hein, avant qu'ils soient entrepreneurs, qui vont aller sur la plateforme et qui vont dire moi vraiment, je suis en train de monter ma structure, j'ai besoin absolument d'un avocat. Il n'y a pas une concurrence aujourd'hui, notamment sur le sujet d'expertise comptable et des experts comptables qui essaient de prendre aussi ce marché des créations d'entreprises. Bien sûr que. Alors, nous, on a un positionnement un peu hybride et qui même interroge, c'est qu'on est autant B2B que B2C. Ouais. C'est même deux colonnes de développement chez nous. On a même presque des salariés qui s'occupent de l'un et de l'autre. Maintenant, oui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent heureusement nous solliciter, mais bien sûr, la concurrence est féroce. Elle est féroce chez les experts comptables, elle est féroce chez certaines plateformes d'automatisation qui bypassent l'avocat. Donc, on essaye de réintégrer l'avocat dans le processus, sans non plus oublier qu'il y a des outils tout à fait modernes et tout à fait utiles pour optimiser le coût maîtrisé de la création d'une société. Mais on estime que la brique avocat, au moindre coût chez nous, est indispensable pour prendre des décisions aussi essentielles que, encore une fois, la répartition des droits entre les actionnaires d'une société, par exemple. Alors, je vais aller du coup sur BlockPulse, l'actionnariat, la constitution de l'actionnariat et tous ces sujets justement de la répartition. Beaucoup de créateurs, ou c'est plutôt sur l'étape d'après que BlockPulse travaille aujourd'hui? Alors, nous, on intervient vraiment aujourd'hui essentiellement sur l'écosystème startup. Donc, on peut avoir des startups qui sont déjà bien en place avec un certain nombre d'actionnaires à gérer, ou alors des startups très early stage qui viennent de se créer mais qui sont sur leurs premières opérations. Ce qu'on a pu constater, c'est que les startups qui fonctionnent vont avoir une forte densité sur les opérations sur leur capital dans les 3 ans, 4-5 ans de leur création. Et c'est vrai que le sujet d'appréhension de comment gérer la relation avec mes actionnaires, comment mettre à jour sans cesse à la fois mes registres, mais également mes plans d'actionnariat salarié, c'est des vrais sujets qui sont assez complexes à appréhender avec beaucoup de paperasse. Et donc, nous, notre métier, c'est vraiment en fait de venir apporter cette brique de digitalisation et d'automatisation pour simplifier la vie de tout le monde, quoi. Oui, ils ont autre chose à faire que de gérer cette multitude d'acteurs qui va constituer avec des entrées-sorties leur actionnariat. Il y a eu la passation, là, Mathieu a parlé déjà de Blockchain Your IP, William. On va bien évidemment créer sa société, on va enregistrer sa marque, on va éventuellement aussi protéger son brevet. Beaucoup de créateurs qui sont sur les sujets dont tu nous parlais et pour lesquels Blockchain Your IP est une bonne solution de sécurisation.
Alors, nous, on a quelques créateurs, des artistes qui sont familiers avec les questions de plagiat. En revanche, pour être à Station F, je peux vous dire que la majorité des startups, aujourd'hui, se fichent complètement des questions de propriété intellectuelle. Et en fait, je pense que la raison pour ça, c'est que c'est malheureux, mais la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui s'apprend dans la douleur. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir subi une première fois, c'est de pris une claque pour ensuite se dire, bah, peut-être que je vais protéger. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a beaucoup de boîtes ici qui sont très innovantes, qui n'ont rien d'autre que leur propriété intellectuelle, que leur UX, leur expérience utilisateur, qui est très innovante. Et ces choses-là, en fait, sont complètement sous-cotées, pas protégées. Des fois, même, on a des copies face auxquelles on ne réagit pas parce qu'on se dit que ça fait partie du jeu. En revanche, je vois des entreprises qui sont beaucoup plus matures sur ces questions, qui très tôt vont intégrer des NDA, des mentions blockchain sur des mentions de confidentialité sur leurs documents confidentiels. Et dans ces cas-là, eh bien, je pense que ça va les aider à être plus crédibles, notamment lorsqu'elles travaillent avec des entreprises, à lever des fonds éventuellement, à rassurer les investisseurs. À la BPI, on sait que c'est des choses qui demandent systématiquement, de voir que les marques, les brevets et les droits IP non enregistrés. Donc, on a des startups, mais je dirais que ce n'est pas la majorité, parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore ressenti le besoin de le faire, malheureusement. Merci William. Sans tout dévoiler, ton portefeuille, c'est plutôt quoi? Des ETI, des grandes entreprises aujourd'hui? Nous, on est plutôt sur des grandes entreprises. On travaille notamment beaucoup dans le secteur du luxe, puisqu'on a travaillé avec les trois des 5 plus grands groupes de luxe mondiaux. Mais on a également d'autres domaines, notamment en matière de pharma. Et c'est essentiellement des entreprises et des directions juridiques. On travaille avec 50 directions juridiques aujourd'hui chez Blockchain RIP. D'accord, donc certainement familier des nouveaux KOHL, hein, les GAFAM du luxe, comme on les appelle aujourd'hui. Grégoire, Privacy by Design, alors à ce moment-là, on va essayer de travailler la data et puis le RGPD, et puis toutes les conformités qui arrivent dès la création. Est-ce que tu as beaucoup dans tes 1500, hein, tu nous as dit 1500 clients, est-ce qu'il y a beaucoup de startups, de création d'entreprises? Oui, alors contrairement à ce que disait William, nous, c'est le phénomène inverse qu'on voit. C'est que aujourd'hui, sécuriser le capital, confiance avec ses futurs clients, ça devient un élément essentiel en fait quand on lance une entreprise. Le RGPD, ça touche tout le monde, ça ne touche pas uniquement les grands, les TPE, pardon, les ETI ou les PME, ça touche tout le monde. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, quand une startup se lance sur le marché, elle a besoin de sécuriser finalement sa prospection commerciale. Et on le voit bien aujourd'hui dans les sanctions qui sont prononcées par la CNIL. À partir du moment où vous n'informez pas correctement sur la manière dont vous avez collecté les données personnelles, la manière dont les utilisateurs, en tout cas vos futurs clients, peuvent se désabonner, je prends des exemples très classiques, eh bien, vous prenez un risque réputationnel. Qui n'a pas reçu autour de la table, autour de aujourd'hui, des mails sans mention en se demandant mais où est-ce qu'il a récupéré ma donnée personnelle? Et nous, chez Data Legal Drive, en fait, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte à ces startups, à ces sociétés en création, en fait, une manière de pérenniser, en fait, l'usage de la data, de la gouverner, d'avoir vraiment un vrai cockpit de la gouvernance dès le début. Donc, c'est ce que tu appelles, bien sûr, le privacy by design, ça passe par là. Et puis surtout, je dirais que fondamentalement, c'est de mettre en place une éthique de la data au sein de son entreprise. C'est remettre, et on va parler d'intelligence artificielle un petit peu plus tard dans notre conversation, mais c'est remettre, chez nous, on remet l'humain au centre de l'obligation juridique. C'est-à-dire que typiquement, quand un prospect souhaite faire un exercice de droit, eh bien, la société qui a Data Legal Drive va pouvoir le piloter vraiment dans les règles et de manière efficace, ce qui permet de capitaliser cette confiance dont je parlais tout à l'heure. Donc, au niveau de la création, les startups se mettent tout de suite déjà parce que ça capitalise en fait derrière leur futur business et ça va sécuriser leurs revenus. La mauvaise réputation sur ce sujet, ça peut être dévastatrice. Et donc, sur ce sujet, autant être d'équerre tout de suite pour pouvoir pérenniser en fait son activité par la suite. Merci. Donc on a vu juste une aperçu, hein, on pourrait rester encore des heures et même demander aux autres legal tech d'en parler sur la création. On appelle un avocat avec Call a Lawyer, on protège ses droits, on est privacy by design et on s'occupe de ces fameux actionnaires qui vont bouger avec les 4. On va avoir un petit peu plus de développement, on va créer du business en fait. Il faut bien qu'au bout d'un moment on crée du business. Donc forcément, si on crée du business, faut contractualiser. Gino, Audrey, sur la partie développement des entreprises, qui est quand même le cœur du cœur, et ce qu'on espère tous d'ailleurs, c'est se développer. Là, Gino devient un acteur assez important, à la fois sur le buy side et le sell side, hein, les contrats d'achat et les contrats de vente.
comment est-ce que tu rentres dans les entreprises? Comment est-ce que les entreprises font appel à Gino? Plutôt sur le buy side, le sell side, le tout? Comment ça fonctionne en fait? Avec ton micro ouvert. Ça sera mieux. Pour un développement réussi, Olivier, il faut standardiser ses process. Standardiser ses process, c'est notamment standardiser son processus contractuel. Pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre d'attribuer les ressources humaines à l'endroit où elles vont être clés et à l'endroit où elles seront stratégiques. Et donc permettre aux juristes, mais à nouveau pas que, aussi à des opérationnels, de se délester de tâches qui sont à faible valeur ajoutée et qui peuvent être traitées par la technologie extrêmement facilement. Donc nous, chez Gino Legal Tech, on apporte cette rationalisation du process contractuel de bout en bout. Ça permet des gains en efficacité, la mitigation des risques juridiques, qui est aussi un élément clé dans cette phase de développement, dans laquelle l'entreprise est encore voilà, en croissance et pas encore en phase de maturité. Donc, mitiger ces risques juridiques, c'est aussi clé. Et comme je le disais, les gains en productivité pour les ressources juridiques. Ça diminue le risque d'erreur, ça supprime avec l'interopérabilité de notre solution au sein du SI de l'entreprise, hein, et donc l'interconnexion avec d'autres logiciels. Ça permet de supprimer le besoin de double saisie, par exemple, d'informations qui sont automatiquement transférées et propagées à d'autres systèmes. Et évidemment, voilà, tous les risques d'omission, même si on ne remplace pas et on ne remplacera jamais les juristes. Pour nous, on voit notre solution comme un assistant, en fait, de la fonction juridique et de la fonction contractuelle. Et pour répondre à ta question, vraiment, ça fonctionne dans les deux sens, hein. Les sociétés nous sollicitent à ce stade. Alors nous, pour parler de nos clients, on est vraiment sur la cible ETI et grandes organisations, hein, donc plus dans une phase de maturité, mais on adresse vraiment les deux cibles. Et très clairement, on peut être sollicité sur les deux aspects, buy-side et sell-side, notamment avec notre nouveau module d'intelligence artificielle dont tu parlais au départ, qui permet justement de traiter les contrats venant de l'extérieur. Alors, on voit bien, et nous aussi chez les One, puisqu'on intègre beaucoup ces sujets de digitalisation dans les grandes entreprises. Le phénomène de digitalisation pour le juriste, ce que tu disais, hein, l'accompagner, ce qu'on appelle le juriste augmenté, et aussi cette grosse tendance qu'on appelle le self-service, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir apporter des modèles aux parties prenantes internes pour qu'ils puissent faire des contrats seuls, on va dire seuls, mais sous surveillance quand même. Quelle est la tendance aujourd'hui chez Gino? C'est un peu les deux. Il y a quand même beaucoup de juristes qui font ces templates pour eux ou qui font beaucoup plus de templates pour essayer de dégager du temps et de sécuriser, comme tu disais, et donner de la cohérence juridique. Alors, c'est vraiment les deux, mais je dirais que là, ce qu'on observe plus particulièrement récemment, c'est plutôt la seconde partie, c'est-à-dire que les juristes veulent traiter des sujets juridiques, en fait. Et ils ne veulent pas refaire 30 fois les modèles ou avoir à rechercher une clause qui a déjà été faite. Donc, on observe vraiment cet aspect de délégation en réalité de la génération de contrats, comme tu disais, mais toujours avec une sécurisation en fait du fond du contrat, du fond du modèle, puisque chez Gino Legal Tech, c'est toujours le contenu de nos clients. Donc c'est l'équipe juridique, la direction juridique qui façonne ce modèle. C'est aussi eux qui le mettent à jour. Parce que évidemment, une fois que le modèle est créé, les choses peuvent évoluer. Ils peuvent aussi l'enrichir sur la base des feedbacks utilisateurs. Mais effectivement, cette mise à disposition, cette délégation en fait de la génération de contrats. Alors évidemment, il y aura toujours des contrats qui seront cousus main et dans ce cas-là, ça sera attribué à la direction juridique. Mais il y a très clairement cette tendance de délégation, de génération de contrats auprès des opérationnels avec une assistance, puisque chez Gino, on a aussi développé un système de chat. Et donc, à tout moment, en réalité, l'opérationnel, s'il a une question,
au moment de la génération de contrat qui est extrêmement balisé, mais toutefois, ça peut arriver qu'il y ait des questions en cours de route. Il peut aussi contacter un juriste. Mais c'est donc permettre aux juristes de se délester de cette partie-là et de se consacrer à ce qui est son cœur de métier, la réflexion juridique stratégique. D'accord. Et puis, et la négociation, vraisemblablement, Bien sur sûr. laquelle, pour l'instant, on met pas d'outils. On va faire alors on va aller faire des AG, des PV, la vie sociale de l'entreprise. Guillaume, avec EasyQuorum, sur justement toute ce développement des entreprises, hein. On va créer une entité, puis après 2 entités, puis 3 entités, puis des filiales, et donc on commence à voir des entreprises qui ont de plus en plus, justement, de dizaines, voire de centaines d'entités juridiques dans le monde, hein. Tu disais avoir eu 150 pays à partir desquels il y a eu des connexions sur EasyQuorum, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Concrètement, EasyQuorum, c'est le juriste qui fait, c'est le directeur financier ou ses équipes quand il n'y a pas de juridique. Comment ça fonctionne sur les entreprises en développement? Je dirais les personnes auxquelles on s'adresse, ça va être évidemment les directeurs juridiques, ça peut être les directeurs financiers, effectivement, dans certains cas, ça va être les secrétaires généraux ou bien les secrétaires de direction générale. Comme je disais tout à l'heure, la problématique, c'est vraiment de simplifier l'accès d'abord à des outils à distance. On voit que c'est plutôt quelque chose qui s'est développé ces derniers mois, hein. Ce qu'on fait actuellement, ça aurait probablement pas eu cette forme-là il y a 18 mois, hein. Réunir 80 personnes sur un Teams pour parler de Legal Tech, il y a 18 mois, ça se serait certainement pas passé comme ça. On voit qu'il y a eu une formidable accélération de l'utilisation des outils à distance. Ça, on l'a, nous, automatisé dans la relation des entreprises avec leurs stakeholders, que ce soit des adhérents, quand on parle à des coopératives ou à des grosses mutuelles. Ce sont évidemment les actionnaires, quand on parle à des structures juridiques plus classiques. Et cette relation avec les stakeholders, c'est faciliter la prise de parole et la communication avec ces actionnaires ou ces adhérents est un formidable, on l'a vu, nous, se développe formidablement bien et a été très bien accueilli par les participants et les entreprises durant ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est une façon pour les staffs de se rapprocher des parties prenantes, de leur expliquer leur stratégie, en mettant en place un outil simple de relation à distance, hein, à travers un Zoom, à travers un WebEx, etc., de permettre à ces personnes-là d'exprimer un vote, de participer en temps réel à une assemblée générale ou à un board, hein, évidemment, et de prendre de cette façon-là des décisions importantes pour la vie de l'entreprise. Donc, on l'a vu, il y a eu une très forte accélération, évidemment, aidée par la situation sanitaire. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est parti pour durer. Ce qu'on fait là aujourd'hui, on n'imagine pas revenir complètement dans un schéma pré-Covid, on va dire. Mais on va être beaucoup plus dans des systèmes à l'avenir qui vont être hybrides, permettant des réunions de personnes physiques. Hein, on aurait pu être une dizaine ou une vingtaine à Paris, et puis pour tous ceux qui ne sont pas présents à Paris, participer tout de même à cette réunion en ayant un système pensé de façon hybride. C'est ce qu'on voit, nous, se dessiner dans les prochains mois, à la fois sur l'organisation des assemblées générales, mais aussi sur l'organisation des comités ou des boards, puisque tout ça, ça peut s'organiser à travers EasyQuorum. Alors, il y a toute la phase organisation hein, qui est vraiment d'automatiser la création des documents, l'envoi des convocations, la comptabilisation des votes, du quorum, la possibilité de faire des pouvoirs, etc. Et puis après, il y a toute la partie sécurisation aussi de la donnée qu'on a reçue, sécuriser les PV, travailler sur des organigrammes de sociétés, être capable de savoir toute sa table de capitalisation dans ces N filiales. On voit que c'est très utile dans le secteur de l'immobilier, par exemple. On travaille beaucoup avec des gestionnaires de SCPI qui doivent gérer 80, 100, 200 SCPI pour lesquels ils vont faire chaque année au moins une AG, puis des réunions formelles qui sont tenues de faire chaque année. Donc, quand vous multipliez ça, 3 réunions fois 200, ça va faire 600 instances à organiser dans l'année. Voilà, typiquement, EasyQuorum, ça va les aider à simplifier et à digitaliser tout ce process qui est aujourd'hui extrêmement chronophage.
Nous, ce qu'on voit, c'est que chez les clients, c'est un mix entre des fichiers Word, des fichiers Excel, des listes de mails à en plus finir, et des personnes derrière qui s'arrachent les cheveux pour essayer de faire ça. Donc, EasyQuorum en mode SaaS, ça permet de gérer ça à distance, que ce soit pour les participants, puis les organisateurs, évidemment. Voilà, donc nous, on est vraiment dans cette partie-là, avec finalement un système qui va prendre de plus en plus une forme hybride, permettant le présentiel et le distanciel sur ce type de réunion. D'accord, merci. Donc, vous entendez certainement plusieurs fois prononcer le mot ou l'expression digitalisation des process. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Audrey au début. Il faut d'abord les définir, ces process. Hein. Ce n'est pas un outil et puis, par miracle, ça va nettoyer le bazar, si je puis dire. Il faut d'abord le structurer, le process, et peut-être le simplifier avant même de le digitaliser, sinon ça peut être très complexe. Fabrizio, c'est le cœur du cœur de l'ex-base, j'allais dire, les entreprises qui sont à maturité et qui se développent et qui cherchent à croître et d'avoir la bonne information au bon moment. Quelles sont tes typologies de clients et qu'est-ce qu'ils viennent chercher précisément et comment ça se passe? Oui, alors merci Olivier. Je vais parler des différents cas d'usage de l'ex-base. Mais tout d'abord, je voulais constater qu'aujourd'hui, on avait 7 Legal Tech qui ont des offres de services très différentes et très complémentaires. Et donc, en fait, les Legal Tech, c'est un vrai écosystème. Et comme tu le disais, Olivier, il y en a 200. Maintenant, on est tous, les 7 ici présentes, regroupés sous l'égide de France Digital. Il y a une quarantaine de Legal Tech. Et ça nous sert à quoi? Ça nous sert à savoir quelles sont les complémentarités et éventuellement développer des produits d'interopérabilité via nos API. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais pour vous dire qu'on se connaissait tous très bien et qu'on essayait de développer des offres complémentaires et vraiment de travailler ensemble. Alors, sur ce que fait l'Exbase comme cas d'usage pour nos clients entreprises. Alors, il y a évidemment tout d'abord l'expertise en jurisprudence. Donc ça s'adresse plutôt soit à des entreprises très matures qui ont quand même un certain volume de contentieux, soit à des entreprises de niche, type par exemple des syndics de copropriété qui ont des choses très précises. Alors, pourquoi est-ce qu'on est expert en jurisprudence? Déjà, on a à peu près 5 millions de jurisprudences francophones qu'on collecte notamment auprès des greffes et des avocats depuis près de 20 ans aujourd'hui. Et surtout, on a un système de traitement via des briques d'IA très performants. Et je vous en parlerai après parce que certains très grands comptes viennent nous chercher spécifiquement sur ces briques. Alors, la jurisprudence, quand on la reçoit, déjà, on le sérise. Et la partie de sérisation, elle est à la fois de traduire l'image en texte, mais aussi de cartographier la décision de justice, de repérer les images, de repérer exactement le layout de la page pour le reconstituer. Ensuite, on anonymise la décision de justice, on en extrait les thèmes, les visas, etc. On rajoute toute une série de métadonnées pour ensuite que notre moteur de recherche puisse la révéler. Notre moteur de recherche, au-delà de ça, il y a de nouveau des briques d'IA, puisqu'il ne va pas chercher seulement mot par mot, mais il va identifier les expressions juridiques pour être sûr de traiter expression juridique par expression juridique. Donc ça, c'est une première partie, un premier cas d'usage pour laquelle on vient nous chercher. Donc plutôt grandes entreprises. Ensuite, on a des PME qui viennent nous chercher, là pour le coup, pour tout ce qui est doc pratique. On s'est fait une spécialité au niveau de l'édition de présenter le droit différemment. Alors, on a une radio juridique qui s'appelle Lex Radio, qui fait à peu près 50 000 podcasts téléchargés par mois. On a aussi des fiches pratiques, des modèles de contrat, des infographies, des conventions collectives, des agendas sociaux. Donc, en fait, on a une trousse de documents très pratiques. On a aussi des calculateurs d'indemnités conventionnelles, etc., etc. Donc, on a une trousse très pratique pour les petites PME qui leur permet d'avoir des premières réponses. Ensuite, on a un troisième volet pour les entreprises, c'est au niveau de la formation juridique en ligne. Donc ça, c'est notre site lexlearning.fr. Et en fait, on a des formations de A à Z en ligne faites avec nos auteurs, professeurs ou avocats. Et on forme à peu près 8000 personnes par an, 8000 professionnels du droit. Et il y a des entreprises qui nous prennent des packages, par exemple le package compliance. Ils veulent faire une formation compliance, qu'on met à leur logo, qu'on personnalise, etc. Et on a l'interface pour que justement les personnes suivent, qu'on soit sûr qu'ils aient répondu aux questions, qu'ils soient restés un certain nombre de temps avec des quiz, etc., etc. Et enfin, donc le dernier point, et qui est assez récent et qui nous a presque étonnés, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'avec notre force d'analyse des textes en général, jurisprudence ou texte de loi, on arrivait à comprendre via l'IA le sens du texte et à rentrer presque dans la sémantique et dans la culture
pour identifier les signaux faibles. Et ces signaux faibles, ils permettent à des entreprises de classer des documents, pas forcément juridiques, mais des documents qui peuvent être y compris techniques, puisqu'on a une très bonne interprétation des images, des graphiques et aussi des tableaux. On sait différencier les marges, des textes, etc. On sait différencier les langues dans les documents. Et donc, on a tout ce savoir-faire qui fait que certains grands comptes sont venus nous chercher pour traiter leurs documents au niveau de l'OCR en marque blanche ou en licence. Donc voilà, j'ai essayé de dresser un tableau large de tous les cas Merci. d'usage. Oui, merci Fabrizio, c'est très clair. On voit qu'il y a beaucoup de cas d'usage avec beaucoup d'utilisateurs, qui soient petites, moyennes ou grandes entreprises professionnelles du droit ou pas. Ça me fait repenser à Call a Lawyer. Call a Lawyer, alors au début, on veut créer sa société, on l'a dit. Bon, on va appeler un avocat et puis il va nous aider. Là, on commence à croître et à se développer. On va continuer, tu nous as dit, hein, Mathieu, B2C. Alors, on va faire simple, c'était plutôt peut-être un peu le début. B2B, là, c'est vraiment l'entreprise qui est structurée, qui se développe. Et en fait, tu me disais, quand on a préparé, qu'il y avait quand même de plus en plus une tendance, on va voir si elle se confirme, à ce que des professionnels du droit, des directions juridiques même, appellent Call a Lawyer, des directions financières appellent Call a Lawyer. C'est cette étape-là de développement et de maturité des entreprises qui font qu'ils ont aussi besoin de quoi, comme tu disais, un avocat dans la minute, tout de suite. C'est aussi cette vitesse, notamment, pas que ça. Alors, bien sûr, l'entrepreneur continue à avoir besoin de l'avocat tout au long de la vie de son entreprise. Tu l'as rappelé, ça peut concerner évidemment une levée de fonds, ça peut concerner malheureusement des contentieux et tout ce qui peut structurer l'entreprise. Et puis, nous avons aussi des consommateurs d'avocats qui, eux, au quotidien, dans leur activité en tant qu'intermédiaires, donc effectivement, les directeurs financiers, les directeurs juridiques, ont besoin d'avoir des avocats. Alors, très souvent, ils en ont déjà, mais on peut intervenir comme complément. Pour cette raison, pour deux raisons que tu as mentionnées, que tu as sous-entendues. La première, c'est notre généralité, c'est-à-dire qu'on a des avocats, encore une fois, partout dans le monde. On est le premier réseau d'avocats de France en ligne, donc 1500 avocats partout en France dans tous les domaines du droit. Ça permet de pouvoir benchmarker et d'aller chercher des avocats très spécialisés sur des matières de niche. Et puis, tu viens de le dire, il y a cette question de l'immédiateté qui est importante. Très souvent, on n'arrive pas à joindre son avocat classique. Alors, l'idée n'est pas d'aller concurrencer ou de débarquer ces avocats traditionnels. Moi-même, en ce moment, je ne peux pas prendre de call. J'espère que mes clients continuent à me garder leur confiance. Mais c'est que parfois, l'urgence business peut justifier d'aller chercher une réponse ou d'aller compléter tout simplement son portefeuille avocat via notre outil pour avoir justement plus de réponses, plus d'orientation. Donc on vient aussi pour être une sorte de complément de portefeuille avocat via cette solution qui permet parfois à des directeurs juridiques, à des juristes, à des directeurs financiers d'aller dans un procès de décision très rapide. On est parfois confronté à des boards ou à des COMEX qui nous demandent des mémos pour la journée même, sur des points de droit très précis. Et donc, effectivement, si notre avocat traditionnel n'a pas les ressources pour vous répondre rapidement ou qu'il vous a répondu, mais que la réponse n'est pas toujours satisfaisante ou nécessite un complément de réponse, eh bien, vous avez la solution Call a Lawyer qui vous permet d'avoir un avocat en plus qui vient compléter cette réponse. Donc, je pense que là-dessus, on répond effectivement à un besoin qui est en train de s'accroître, c'est-à-dire le benchmark et la comparaison et la complétion, si je puis dire, de la réponse apportée par les avocats pour tous les professionnels en fait intermédiaires de la finance, du droit et du chiffre. D'accord. En un mot, ça me coûte combien? C'est comment? C'est un abonnement? C'est un forfait? C'est au temps passé post 20 minutes? Comment ça Vous se avez deux structure? manières d'utiliser Call a Lawyer à l'acte, donc ça va vous coûter grosso modo 40 € pour faire un call. Et sinon, vous vous abonnez. Abonnement illimité à 60 € par mois hors taxe qui vous permet de faire autant de calls que vous le souhaitez. C'est une offre assez intéressante qui permet effectivement de pouvoir non seulement parfois utiliser plusieurs avocats dans le même domaine, ça peut être intéressant quand vous avez par exemple un contentieux, notamment prud'homal, qui a des enjeux financiers très importants pour une entreprise, donc vous avez envie de vérifier auprès de plusieurs avocats en droit du travail, côté employeur, que vous êtes ou pas dans votre bon droit et que la procédure est la bonne. Choisir aussi le bon avocat, c'est très important, hein, l'intitut personnel entre l'avocat et son client, donc benchmarker.
Et puis, généraliser, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt avec les abonnements illimités chez nous, c'est que vous avez tous les domaines du droit, 21 domaines du droit, qui vous permettent effectivement de pouvoir piocher selon vos besoins. Donc voilà la possibilité pour nos clients, à l'acte ou à l'abonnement illimité, sans engagement. Merci Mathieu pour cette clarification et cette transparence sur les coûts. C'est aussi important dans ce marché. Si j'ai fait Privacy by Design, j'ai encore besoin de toi, Grégoire, ou je peux me débrouiller tout seul? Tu as tout le temps besoin de moi, Olivier. Tu as tout le temps besoin de moi. Le RGPD, c'est tout le temps. Le droit, c'est un droit vivant. C'est ce que disait le doyen Carbonnier. Je suis en phase de développement. Je suis une entreprise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai énormément de fournisseurs, j'ai énormément de clients, j'ai des sous-traitants. Et donc, j'ai besoin un petit peu de rationaliser tout ça et surtout de me mettre en conformité avec la réglementation qu'on connaît bien, hein, le RGPD. L'usage en fait d'une solution comme Data Legal Rise, ça va permettre de structurer, d'organiser, de piloter dans la durée toute cette architecture contractuelle qui doit s'exprimer. On le voit récemment, hein, fin 2021, l'année 2022, ça va être une année contractuelle pour les juristes, pour les DPO. Il y a les nouvelles clauses contractuelles type qui sont sorties. L'obligation des entreprises, c'est de revoir tous ces contrats. Donc, il s'agit de rentrer dans cette démarche-là, non pas rentrer dans une démarche, on va dire, qui a souvent été la tendance, en fait, un peu la légende urbaine, en fait, autour du RGPD, de prendre le RGPD un petit peu comme une checkbox. Chez Data Legal Drive, nous, on n'a pas pris cette logique de checkbox, c'est-à-dire qu'on a considéré le RGPD comme un ensemble interdépendant d'obligations. Et quand je travaille justement ma relation avec mon fournisseur, quand je mets en place un contrat avec lui, que je respecte ce fameux article 28, j'impulse directement des conséquences dans la plateforme Data Legal Drive sur le registre de traitement, sur les mesures organisationnelles, les mesures de sécurité que je dois exiger et je suis capable de les tracer. C'est ça qui est important parce que demain, que tu sois une TPE, que tu sois un grand groupe ou une PME, tu as le risque potentiel de te faire contrôler par la CNIL. Et donc, si tu as ce risque-là, tu es dans l'obligation de montrer patte blanche et de démontrer que tu es conforme. Alors, tu peux démontrer ta conformité avec un document Excel, bien sûr, c'est classique. Mais si tu as envie de démontrer une conformité intelligente, gouvernée, bien pilotée, il te faut une solution qui te permet de démontrer en fait ta conformité de bout en bout. Et c'est ça la plus-value qu'apporte en fait Data Legal Drive, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus de logique où je le fais un peu à l'arrache comme ça a été fait en 2018. On s'est dit mince, ok, les juristes, vous nous apportez une nouvelle réglementation, et ok, démerde-toi en fait avec ton document Excel. Et petit à petit, on le voit, le marché est gigantesque et aujourd'hui, les entreprises, avec les sanctions qui sont prononcées, se disent non, une direction commerciale à son CRM, une direction financière à PeopleSoft, etc. Je ne fais pas de la pub, mais bon. Un DPO, une direction juridique, doit avoir justement les outils qu'on est en train de présenter, des Legal Tech, mais surtout d'avoir une bonne gouvernance de la data et ça passe par de l'outillage, par une digitalisation au sein de son entreprise. Il y a peut-être, bien sûr, et évidemment qu'il y a le sujet des autorités, il y a le sujet de la conformité réglementaire, mais ça va peut-être un peu plus loin maintenant, la gestion de la data et de la donnée personnelle. Ça va aussi sur la réputation même de l'entreprise qui va devoir démontrer, au-delà de la conformité, qu'elle va montrer patte blanche, comme tu sais, pas seulement devant les autorités, mais aussi devant les consommateurs, salariés et citoyens, que je ne fais pas n'importe quoi avec ma data et que je respecte votre donnée personnelle, vous, partie prenante de mon entreprise. Comment ça se développe, cette tendance? Je veux juste me protéger pour pas me prendre une amende de la CNIL, ou je veux essayer d'aller plus loin pour essayer d'être différenciant et respectueux de cette fameuse donnée personnelle? Très court. Je prends l'exemple chez Data Legal Drive, là on vient de recruter pas loin de 30 collaborateurs en 6 mois. Ce qui les attire, ces collaborateurs, cette jeune génération, parce que c'est des trentenaires, entre 30 et 40 ans, c'est « Ah, vous avez une éthique chez DLD sur la question de la donnée personnelle ?» Ça me plaît parce que j'ai conscience en fait que j'ai ma propre donnée et je veux la sécuriser. Et c'est ce qu'ils viennent rechercher en fait, non pas en allant voir les autres entreprises, hein, bien sûr, mais quand ils viennent chez DLD, ils disent « Ah, ça fait partie de votre ADN ». Et on a le sentiment, alors je ne sais pas, les autres, peut-être Legal Tech de France Digital qui sont autour de la table pourraient le dire, mais l'image, l'ADN de l'entreprise, c'est important. Et aujourd'hui, cet ADN, il transpire aussi sur cette question de la privacy. Donc, je pense que c'est un phénomène aujourd'hui qui n'est pas simplement marketing.
C'est pas parce que Apple fait des grandes affiches sur la privacy, etc. Non, ça touche notre quotidien. Ça touche notre quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, un salarié et demain un client s'intéresse à la manière dont on gouverne sa data et il refera un acte d'achat si jamais finalement il n'a pas reçu de la prospection indésirable parce qu'il avait dit non à un moment donné et on est revenu dessus. Voilà, pour répondre très rapidement parce que je vois l'heure tourner. Merci, Grégoire. Il nous reste 5 minutes. Gouvernance de la data, gouvernance de l'entreprise, digitalisation de l'actionnariat. Thibaut, sur ces sociétés en fort développement, là, ça devient de plus en plus crucial de pouvoir gérer l'ensemble des registres d'actionnaires, l'ensemble de l'actionnariat et une fois encore des entrées-sorties. Il y a énormément de travail en fait pour structurer et qu'on ne fasse pas tout à la mano ou qu'on s'appelle entre juristes. Comment est-ce que ça fonctionne aussi et puis quel est le business model? Tiens, je l'ai posé à Colo Lawyer, je l'ai pas posé à tout le monde. Comment je peux acheter les prestations et les services de BlockPulse? Ouais, donc, déjà, avant toute chose, ce qu'il faut noter, c'est que nous, on remarque qu'il y a un énorme mouvement d'actionnariat salarié qui se met en place, qui s'accélère. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu, en tout cas sur l'univers startup, un package. Quand vous arrivez dans une entreprise, c'est très important aussi pour le sentiment de fédération des équipes. C'est un argument également de rétention des talents. Ce qu'on a pu remarquer également, c'est sur des entreprises plus matures, c'est que c'est souvent les DAF qui vont être amenés à gérer ces plans d'actionnariat salarié. Et aujourd'hui, ils sont un peu démunis parce que quand vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collaborateurs qui ont des actions gratuites, c'est pas évident à gérer au quotidien, c'est même un enfer. Donc, cette solution de digitalisation, d'automatisation est très intéressante. Et nous, sur notre business model, on a un abonnement en deux parties. On a tout d'abord un abonnement annuel à l'entité, donc qui va démarrer à 1 000 € par an et ensuite on va monter en gamme selon le nombre d'actionnaires à gérer. Et puis après, on a un one-off sur le nombre de plans ou le nombre d'opérations à mettre en place. D'accord. William, je vais te poser la même question sur le business model. C'est quoi? C'est à la protection. Comment est-ce qu'on travaille avec Blockchain Your IP? Mais justement, pas du tout. C'est vrai que classiquement, on protège en fait, on achète une protection, soit un constat d'huissier, soit une enveloppe solo. Et nous, vraiment, on voulait casser ce paradigme parce que la conséquence de ça, c'est qu'on protège tous les 6 mois que lorsqu'on a une nouvelle collection ou qu'on a fait des avancées significatives. Et donc, on a toute une période en fait d'insécurité juridique pendant laquelle on n'a rien fait du tout, pendant laquelle il peut y avoir d'anciens collaborateurs qui sont partis chez le concurrent, des partenaires contractuels déloyaux. Et du coup, nous, on a des abonnements en fait, qui sont exclusivement illimités parce qu'on veut justement pousser les entreprises à changer de paradigme de la manière dont elles protègent leur création et protéger beaucoup plus. Et je pense que les droits IP non enregistrés aujourd'hui sont sous-utilisés et que dans l'avenir, c'est une partie de la propriété intellectuelle qui va prendre la même place que les droits enregistrés, les marques et les brevets aujourd'hui au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on ambitionne de faire avec Blockchain Your IP. D'accord, donc c'est plutôt un abonnement à l'année et puis je protège tout ce que je veux. C'est ça, on a des abonnements qui sont aux alentours de 5 000 – 6 000 € pour les entreprises et qu'on facture par entité. Et puis après, on a un tarif pour les startups qui est beaucoup plus avantageux, qui est à 600 € par an. Les deux sont illimités. La différence, c'est que les entreprises vont avoir des intégrations de Teams et tout un tas de fonctionnalités qui leur permettent d'auto-héberger, par exemple, leur création pour une confidentialité parfaite. D'accord. Je finis mon tour des business models. EasyQuorum, on facture quoi à la licence? On facture comment? À l'AG, on facture comment? On a tout, j'ai envie de dire, on a les deux modèles assez classiques. Soit vous avez effectivement une instance à réaliser. Généralement, c'est avec un grand nombre de participants. Là, on va véritablement travailler sous le mode projet. C'est un projet qui va durer 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, entre le moment où on démarre, toute la partie envoi des documents, suivi des votes, etc. Bon, ça, on appelle nous un one shot, c'est-à-dire que voilà, on est globalement sur un schéma de 2 mois et là, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont être convoquées. Et puis, on a un deuxième mode de fonctionnement où on est sur un abonnement annuel. Où là, ça va dépendre du nombre de structures juridiques qui vont être hébergées sur EasyQuorum. Et après, vous organisez autant d'instances que vous voulez, des comités, des boards, des conseils d'administration, des assemblées générales. Voilà. Donc, on a vraiment les deux modes de fonctionnement qui s'adaptent très bien aux besoins des clients, que ce soit ponctuel ou bien récurrent.
D'accord. Il est 10h00. Est-ce qu'il y a une question, puisqu'on a dit qu'on respectait l'horaire, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont repartir sur d'autres conférences virtuelles. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'il y a un point en Moi, j'en ai, particulier? moi, Ah bah j'en ai Florence, moi, j'en ai Florence une, s'il vous Sanriet, plaît. vas-y, dis-moi Florence. Bonjour Olivier. Salut Florence. En fait, à part pour Lawyer, en fait, j'étais assez surprise parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais c'est quoi l'utilisation au sein des cabinets d'avocats de vos legal tech? Est-ce que vous avez des clients cabinets d'avocats? Et dans le droit fil de cette question, est-ce que vous allez en complément ou en remplacement de ce qu'on appelle les KML ou les PSL dans les cabinets d'avocats, notamment quand j'entends les fonctionnalités de Gino Legal Tech, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que faisaient les KML ou les PSL. Donc voilà, en deux questions. Est-ce que vous êtes dans les cabinets d'avocats? On n'en a pas du tout entendu parler, sauf pour Lawyer, bien sûr. Et deuxième question, est-ce que vous visez à remplacer ce genre de profession qui existait et qui existe toujours d'ailleurs? Merci Florence pour ta question qui nous permet de ne pas tenir les délais. Grégoire, on va y répondre avant de terminer. Grégoire, après Audrey, et puis bien sûr on donnera une chance aux autres legal tech. Dis-nous. Exactement. Nos clients sont bien sûr les entreprises privées comme publiques, mais aussi les avocats. Pourquoi les avocats? Parce que les avocats, en fait, notamment avec le RGPD, on exerce en fait quelquefois le métier de DPO externalisé. Et donc, ils utilisent notre solution pour rendre un service avec une certaine pérennité à leurs propres clients. Et donc, ils utilisent une solution qui leur permet de gouverner en fait la conformité RGPD, je parle pour Data Legal Drive, et bien de l'ensemble de leurs clients. Donc voilà, c'est pour dire que le marché aussi des avocats, on leur apporte une solution qui leur permet d'accélérer en fait leur prestation de service. Ça reste un petit pourcentage de ton portefeuille client? Non, ils sont assez. En fait, tous les avocats ne font pas de la privacy, mais les gros cabinets à Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris, mais aussi en province, utilisent DLD. C'est ça qui est en fait assez impressionnant. D'accord. Audrey, Gino Legal Tech? Oui, donc nous avons aussi des clients avocats, absolument. Nous n'avons pas l'ambition de remplacer les paralégales, mais notre outil peut servir comme un outil à proprement parler pour capitaliser justement le savoir et être plus réactif quand il y a une demande de la part d'un client sur tel ou tel contrat. On a des cabinets d'avocats qui clairement donnent la solution à utiliser justement aux paralegals et autres personnes gérant en fait ou ayant géré les sujets de contractualisation, de modèles en fait. Donc c'est un outil en réalité qu'on met à leur disposition, c'est ce qu'on voit chez nos clients. D'accord, c'est un outil qui d'ailleurs permet d'accélérer, d'automatiser au sein des cabinets d'avocats et donc de pouvoir servir beaucoup plus vite. Fabrizio, j'imagine que c'est un très gros pourcentage quand même de l'ex-base. Oui, évidemment, nous, c'est notre cœur de métier. Donc, on a plus de 100 barreaux qui sont abonnés à l'ex-base, donc pour l'ensemble de leurs avocats. Ça représente, ces 100 barreaux, pas les cabinets en direct, à peu près 27 000 avocats, plus à peu près 5 000 avocats en direct. Et en fait, le positionnement de l'ex-base, justement, c'est d'arriver à apporter des solutions d'IA dans des petites structures en région. Et ça impacte toute la chaîne de la justice et tous les justiciables. Merci pour ta réponse. 10h03, c'est la promesse. On arrête. Je sais qu'on pourrait rester une heure de plus. Merci Florence pour ta question. Merci à tous les 7, Legal Tech, Gino, Blockchain Your IP, Blockpulse, Lawyer, Data Legal Drive, EasyQuorum, LexBase, tous membres de France Digital. C'est important. C'est aussi pour le développement de nos startups et du marché du droit. Merci infiniment de votre présence. Tout ceci est enregistré et sera rediffusé sur le site de Day One et sur ligne, bien évidemment. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.